C'est parti, salut les gens, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où nous allons entamer le premier cours de notre module de génétique, toujours avec cette deuxième année médecine, ce premier cours qui est intitulé l'organisation des génomes. Avant de commencer notre cours, on remercie comme à notre habitude les enseignants et professeurs de la faculté de médecine d'Alger, plus particulièrement aujourd'hui professeur Chikouch Ammar pour ce superbe support cours qui aura été modifié. Aide le support, je l'ai modifié, je l'ai légèrement amélioré, j'ai apporté quelques modifications à le support, et le support est d'ailleurs modifié, حتى تلقاه normalement في la description, إذا ما ننساش نحطه, إن شاء الله. Donc avant de commencer notre cours, on va d'abord introduire ce module de génétique, vu que c'est la première vidéo pour les cours du module de génétique. Alors, en tant qu'étudiant en deuxième année médecine, tu as terminé l'étude, tu as les 5 unités TEAC, les 5 unités d'enseignement intégré, les unités donc cardio-respiratoires, digestif, urinaire, endocrino et bien sûr l'unité sur l'appareil nerveux et les organes de sens. On termine donc cette deuxième année avec 2 modules qui sont pas moins importants que les unités, au contraire, ils sont très 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 importants à connaître et à maîtriser. Ce sont les modules de génétique et d'immunologie. Alors, le module de génétique, il faut savoir que c'est un module qui possède plusieurs cours qu'on peut diviser en 2 grandes parties. La première partie, c'est une étude vraiment plus ou moins biochimique, vraiment une étude biochimique de la structure des molécules responsables de la vie et responsables de la transmission des caractères héréditaires. Il y a bien sûr l'ADN, l'ARN et toutes ces molécules. En gros, c'est de la biologie moléculaire. Cette étude cette étude de biologie moléculaire, elle est essentielle en génétique parce que tu ne peux pas comprendre la transmission des gènes, la transmission des caractères héréditaires, la transmission de l'information génétique, de l'information héréditaire, si tu n'as pas déjà des prérequis en biologie moléculaire, si tu ne connais pas la structure de l'ADN, comment l'ADN se réplique كيفاش تندار التضاعف تاعو كيفاش تندار الاستنساخ كيفاش تندار الترجمه كيفاش هاد المعلومات يتعبروا comment est-ce que كيفاش تصرى l'expression génique تعبير المورثي. Donc cette première partie du module de génétique, en soi c'est de la c'est une étude de biologie moléculaire, c'est des prérequis pour comprendre ce qui va venir par la suite. Le premier cours ADL, l'organisation des génomes, c'est le premier cours officiel, mais ce n'est pas le premier cours officieux. Hein, pour bien comprendre l'organisation des génomes, pour bien comprendre les cours qui vont venir par la suite, la chromatine, la réplication, la transcription, la traduction et autres, il faut déjà avoir des prérequis liés comme première année, liés comme la biochimie, tel S2, tel la première année médecine. L'étude, tu as les acides nucléiques. En première année, en biochimie, tu as étudié la structure, tu as les acides nucléiques. Malheureusement, j'ai pas fait de vidéo à l'EHOM, vu que par manque de temps, la raleb. Mais normalement, tu es censé avoir étudié la structure des acides nucléiques, qui est censé être un prérequis. L'ADN est une molécule qui est organisée en forme bicaténaire, double brin. Donc, on a 2 brins d'ADN qui sont enroulés en double hélice. Les 2 brins عندهم une direction antiparallèle, c'est-à-dire qu'un homme اتجاه معاكس. واحدة عندها une direction 5', 3', l'autre elle a une direction 3', 5'. L'ADN est composé d'un enchaînement de nucléotides, silsilat nucléotides. Chaque nucléotide va être constitué d'un sucre, des oxyriboses, auquel on va lui attacher un phosphate, un groupement phosphate qui va lui donner une charge négative, ça c'est un élément très important, et on va lui coller une base azotée, قاعدة أزوتية, ou les قواعد الأزوتية كاين 4, la dénine, la thymine, la cytosine et la guanine. Et entre ces quatre قواعد azotées, entre ces 4 bases azotées, on va créer un enchaînement, une séquence de nucléotides qui vont avoir des bases différentes. Ça va nous créer un code, un véritable langage. C'est le langage génétique. Il y a l'aura تاع l'ADN. هاد l'aura, c'est elle qui va porter l'information héréditaire, المعلومة الوراثية, qui peut être ensuite traduite pour être transformée en
on a un langage protéique, l'aura proteinia, où on va mettre des acides aminés et ainsi former des produits fonctionnels qui sont des protéines. Entre autres, ça, c'est les prérequis théoriques. Je viens de faire vraiment un gros résumé en 2 minutes. Est-ce que tu dois savoir la structure de l'ADN? Des notions que tu connais déjà le lycée et que tu es censé connaître la première année TAC en médecine, la première année TAC, le module de biochimie. Donc voilà pour cette introduction du module de génétique. Ça, c'est la première partie. On va vraiment bien s'intéresser sur cette première partie du module de génétique. La deuxième partie, elle va plutôt aller vers de la génétique à proprement parler. Comment est-ce que les gènes vont se transmettre de génération en génération? L'hérédité conventionnelle, non conventionnelle. On va voir un petit peu le karyotype ténète. On va voir les maladies génétiques, les maladies géniques rares. Et comment est-ce que, en tant que médecin, tu peux conseiller les différentes familles, les عندهم justement ce type de maladie génétique, les mariages تاعهم et la vie تاعهم de manière générale. Donc voilà l'introduction sur le module de génétique. On va commencer avec ce premier cours, avec l'organisation des génomes. Avec le plan que l'on va suivre. On va commencer avec une introduction où on va définir les termes les plus importants à connaître. Ce sera une partie définition. C'est quoi le génome? Première question. Qu'est-ce que le génome? Qu'est-ce que l'information héréditaire? Qu'est-ce que les gènes? Qu'est-ce que l'ADN? Et où est le rapport mais les termes? C'est quoi la chromatine? C'est quoi le chromosome? Ça, ce sont des questions auxquelles on va répondre au cours de ce cours et surtout plus précisément au niveau d'introduction. Ensuite, on va voir comment est-ce que le génome, alors le génome, je vais y répondre de deux cas, le génome, c'est l'ensemble de l'information héréditaire. Quelles معلومات الوراثية qui sont transmises de génération en génération, اللي تجيبهم من والديك et que tu vas transmettre لولادك. Ce génome-là, il est représenté par une molécule, et cette molécule-là, elle va différer selon les espèces bien sûr, mais la plupart du temps c'est l'ADN. La plupart du temps, c'est l'ADN. Certains virus, qu'on appelle les rétrovirus, ça sera de l'ARN. Mais la plupart du temps, ça reste de l'ADN. Donc, ce génome-là, il est représenté par une molécule qui est l'ADN et qui va vraiment être da'ama الجزيئية لهذه المعلومة الوراثية. Ce sera le support moléculaire de l'information héréditaire, de l'information génétique. Comment est-ce que cet ADN et ce génome vont être organisés chez les différentes espèces? C'est la question auquel on va essayer de répondre fin de le cours. Un des prokaryotes, on va voir comment est-ce que le génome va être organisé. Il aura une organisation relativement simple, mais très importante à comprendre. On va voir un des eucaryotes, donc les cellules qui possèdent un noyau, hein, comment est-ce que ce génome va être organisé. Et on va prendre bien sûr comme exemple la cellule humaine. On va voir que ce génome-là, cet ADN-là, il va s'organiser en deux compartiments. La majeure partie du génome va être organisée à l'intérieur du noyau, sous la forme d'un ADN nucléaire, et on va voir les caractéristiques de cet ADN nucléaire. On va voir que l'enchaînement des nucléotides de l'ADN nucléaire va avoir plusieurs caractéristiques. On a des séquences d'ADN qui vont être répétées. On va avoir des séquences qui vont prendre la définition de gènes. Ils vont coder pour des produits fonctionnels comme des ARN et des protéines. C'est des séquences d'ADN qui vont être codantes et qui vont donc s'exprimer. Et on va voir la classification de ces différents gènes et leurs caractéristiques. Ensuite, nous chauffe un petit point sur l'ADN mitochondrial, donc la portion du génome qui est située à l'intérieur de la mitochondrie, qui a quelques caractéristiques importantes à connaître. نفتح une parenthèse, تقدر تلقى pas mal de questions. Hein. Le résidana, il s'explique à l'ADN mitochondrial, l'épreuve de biologie. Donc c'est important de bien connaître cet ADN mitochondrial et de le garder en tête, de garder ses caractéristiques en tête pour la suite, histoire de ne pas se casser la tête et de ne pas perdre des points bêtement. La question, fadik l'épreuve. On terminera notre cours avec un tout petit tableau comparatif qui va résumer un petit peu notre cours entre l'organisation du génome ou du moins de l'ADN de la cellule eucaryote, de la cellule humaine, plus précisément au niveau nucléaire, parce que c'est le plus important, et bien sûr de la cellule prokaryote. On va prendre bien sûr pour exemple la cellule prokaryote, l'exemple terrain, ce sera bien sûr la bactérie, qui est la cellule prokaryote la plus connue et étudiée. On commence notre cours avec une petite introduction. Qu'est-ce que le génome? Alors comme je t'ai dit, le génome,
c'est l'ensemble de l'information héréditaire. المجموع تاع كاع المعلومات الوراثية. المعلومات الوراثية qui sont responsables de l'apparition des caractères héréditaires عند l'individu. Par exemple, le génome تاعي عنده l'information qui va coder pour les yeux bleus. Le résultat, ce sera quoi? Ce sera que انايا اللي عندي هذيك l'information héréditaire يكون عندي عينيا زرقاء. Ça, c'est la caractérisation donc de l'information héréditaire. Cet ensemble donc d'informations héréditaires, elle se transmet de génération en génération. Donc, Jibha min waldik, et que tu vas la transmettre l'ouladek, et elle est responsable, entre autres, de la structure de ton organisme, des cellules, des organites, et elle va donc, comme j'ai dit, permettre l'apparition de caractères héréditaires à l'individu. Ce génome-là, donc, c'est cette information héréditaire, qu'on peut lui donner d'ailleurs une autre définition. On peut dire que le génome, c'est l'ensemble des gènes. Qu'est-ce qu'un gène alors? Le gène n'est rien d'autre que une information héréditaire, que un caractère héréditaire. Le gène, c'est une portion du génome qui va donc me donner une information, un caractère donné. Par exemple, IDAF, la famille تاعي كاين le gène تاع les yeux bleus et que j'hérite de ce gène-là et qu'il va s'exprimer, et ben le résultat ce sera quoi? Ce sera que je vais avoir les yeux bleus par exemple. Ces gènes-là, si on prend l'ensemble des gènes et qu'on rajoute le reste du matériel génétique qui ne s'exprime pas, qui est silencieux, qui est non codant, on obtient ce génome qui est l'ensemble de l'information héréditaire. Cet ensemble d'informations héréditaires, ce génome, bien sûr, il va être représenté d'un point de vue structurel par une molécule. Cette molécule-là, en grande majorité des cas, ce sera l'ADN pour les cellules eucaryotes, prokaryotes, dans la majorité des cas. Dans certains cas de figure, ce génome, donc l'ensemble de l'information héréditaire, va être représenté par une autre molécule, par un autre acide nucléique, qui sera l'ARN pour certains virus qu'on appelle les rétrovirus. On peut donner un exemple, par exemple le virus du VIH, le virus responsable du sida. Ça, c'est un virus, le Pareto en terminale, qui va posséder un ARN. C'est ce qu'on appelle un rétrovirus. Cette information héréditaire, elle est donc représentée par, en grande partie, l'ADN. C'est pour ça que l'ADN va nous intéresser à proprement parler, parce que c'est lui qui va être considéré comme étant le support moléculaire de cette information. l'ADN, il y a الدعامة الجزيئية للمعلومة الوراثية. Et comment est-ce que cet ADN va être considéré, comment est-ce que cet ADN va porter cette information héréditaire? Par le biais d'un code. l'ADN راهو مشفر. Donc عندك un code où l'ensemble des nucléotides, l'enchaînement des nucléotides, السلسلة تاع النيوكليوتيدات qui possèdent des bases azotées différentes, qui possèdent donc des قواعد azotiyya مختلفة, va nous coder pour des structures données, pour des produits fonctionnels, pour des ARN ou bien pour des peptides ou des protéines. Ces séquences-là, cet enchaînement de nucléotides qui vont nous donner des produits fonctionnels, qui vont nous donner des ARN fonctionnels. Ça peut être des ARNT, des ARN de transfert, ça peut être des ARNR pour les ribosomes, ou bien des ARN messagers qui vont ensuite être traduits en protéines. Cette séquence-là d'ADN qui nous donne des produits fonctionnels, c'est ce que l'on appelle les gènes. Et ces gènes-là, bien sûr, sont des sous-unités du génome qui est l'ensemble de l'information héréditaire représentée par cet ADN. Ce génome-là n'est pas constitué que de séquences codantes, parce que c'est cet enchaînement de nucléotides qui nous donne des produits fonctionnels, qui nous donne particulièrement des protéines, c'est ce qu'on appelle les séquences codantes de l'ADN. On a également, derrière l'ADN, d'ailleurs la majeure partie de l'ADN, des enchaînements de nucléotides, des séquences nucléotidiques, ne codent pour absolument aucune protéine. Un produit fonctionnel. Ce sont des séquences ou les enchaînements nucléotidiques non codantes. Le rôle تاعهم
est encore à préciser, mais on soupçonne bien sûr qu'il y a un rôle déjà de régulation. On régule l'expression التعبير تاع هاد les gènes, c'est évident. On va protéger les gènes, les différentes modifications qui peuvent arriver, les polymorphismes, les mutations, de isoler les gènes. Et Tanit pour structurer Tanit, le génome, pour structurer la chromatine et surtout les chromosomes. Donc ces séquences non codantes ont quand même un rôle qui n'est pas encore très clair, mais qui existe. Et donc c'est cet ensemble de séquences codantes, de séquences non codantes de cette molécule d'ADN qui va constituer le génome terna, l'ensemble de l'information qui est nécessaire à la structuration d'un organisme et qui va être transmis de génération en génération. Voilà pour les définitions de qu'est-ce que le génome, qu'est-ce que le gène et qu'est-ce que l'ADN et le rapport qu'il y a entre eux. Maintenant qu'on a terminé avec l'introduction, on va pouvoir voir un petit peu comment est-ce que ce génome, cette information héréditaire, très très importante, c'est la base de la vie, l'information héréditaire. Sans ADN et sans génome, la cellule ne peut pas survivre, elle ne peut pas se reproduire, elle ne peut pas continuer à faire ses activités métaboliques ou autres. Maintenant, on va voir comment est-ce que ce génome va s'organiser entre les différentes espèces. On va prendre bien sûr les deux types de cellules qui sont connues. La cellule prokaryote, celle qui n'a pas de noyau. Et bien sûr, le meilleur exemple, c'est quoi? C'est la bactérie, hein, évidemment, ce sera la bactérie qu'on va prendre pour exemple. Et on va voir l'organisation du génome de la cellule eucaryote. L'exemple sera bien sûr la cellule humaine. Alors, comment est-ce que le génome va être organisé de la cellule prokaryote, plus spécifiquement de la bactérie? Et ben d'ailleurs, le génome, il est représenté le prokaryote par l'ADN. Ce ne sera pas de l'ARN. Le génome de la bactérie, c'est de l'ADN. Donc, cet ADN-là, comment est-ce qu'il va s'organiser? D'ailleurs, il va s'organiser sous la forme d'un seul chromosome qui va porter le nom de chromosome bactérien que tu peux voir ici. Un chromosome circulaire qui va baigner dans le cytoplasme et qui ne possède pas de noyau, qui ne possède pas de membrane nucléaire, mais une enveloppe nucléaire qui va séparer le chromosome bactérien du reste du cytoplasme de la bactérie ou bien de la cellule prokaryote. C'est ce qui définit en base la cellule prokaryote. Donc, ce chromosome bactérien qui ne possède pas de membrane nucléaire va porter le nom de nucléoïde. Ça ressemble à un noyau, mais ce n'est pas un noyau. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de séparation claire, il n'y a pas de limite claire, mais bien le matériel génétique, le génome bactérien et le reste du cytoplasme. On va voir un petit peu les caractéristiques de ce génome prokaryote. Alors ici, on a deux schémas, donc on va commencer avec le premier schéma. Comme tu peux le voir, on a symbolisé ici une bactérie avec le fameux ADN bactérien qui va former un seul et unique chromosome. Donc on va définir ce qu'est le chromosome et ce qu'est la chromatine. On va voir la différence entre les deux. Le chromosome, c'est juste un état d'organisation, c'est un état de tandem de l'ADN TAC. Donc l'ADN bactérien va nous former un seul et unique chromosome de forme circulaire. Bon, certains collègues ellipsoïdal parce qu'il forme une ellipse, mais de manière générale, on va dire qu'il est circulaire. Un seul et unique chromosome, il est unique. واحد برك. Ce chromosome bactérien va avoir une seule origine de réplication. Donc pour tada'uf de l'ADN, pour la réplication de l'ADN, on a bien sûr besoin de séquences qui vont réguler cette réplication. Les minha hayibda tada'uf de l'ADN. Un les eucaryotes, on va voir qu'il y en aura plusieurs. Ici, la bactérie, de la cellule prokaryote, on n'en a qu'une seule. On a remarqué que l'ADN bactérien va coder sur presque sa quasi-totalité. On a dit que l'ADN, en temps normal, a des parties qui sont codantes et des parties qui ne sont pas codantes. Mais il me doulige des produits fonctionnels, il me doulige des ARN ou il me doulige des protéines. Et bien, de la cellule prokaryote, les séquences non codantes, elles sont rares. Elles sont rares. Elles sont très très rares. 90% du génome bactérien, du génome prokaryote, va être codant. Il medlait des produits. On parle de génome qui est compact parce que les séquences qui sont entre les gènes, entre les séquences codantes, sont très très rares. Ça, c'est pour l'organisation générale de l'ADN bactérien et prokaryotique.
parlons un petit peu des gènes. Alors le gène prokaryote, il faut savoir que il a une disposition assez particulière par rapport aux eucaryotes. Les eucaryotes, on va voir qu'ils vont avoir une disposition dispersée, une disposition disloquée. واش معناتها gène disloqué معناتها عندك un enchaînement سلسلة تاع نيكليوتيدات اللي normalement يمدوا لي un produit, يمدوا لي un produit, c'est-à-dire que c'est un gène, mais في الوسط عندك un intrus, عندك سلسلة تاع un enchaînement de nucléotides اللي ما يمد لي والو. C'est un intrus à proprement parler, c'est ce qu'on appelle d'ailleurs les introns. Cette disposition d'introns et d'exons, l'exon c'est la séquence codante du gène les eucaryotes, je précise bien les eucaryotes, et l'intron c'est l'intrus, donc la partie de l'enchaînement nucléotide qui n'a rien à faire là, qui ne code pour rien du tout. C'est une séquence donc, qui est non codante, les eucaryotes toujours. La disposition n'est pas présente عند les prokaryotes. ما تلقاهاش عند les bactéries. ما كاش intron, ما كاش exon. Les gènes هادوما, ils sont complets. Il n'y a pas de dislocation ما بيناتهم. On parle de cistrons. Et ces cistrons-là, mindek, ماشي même mindek, la plupart du temps, ils vont former avec d'autres gènes un complexe fonctionnel que l'on appellera l'opéron. Alors, qu'est-ce que l'opéron? Alors ici, on a un schéma qu'on va essayer de décrypter avec un exemple d'opéron la bactérie Escherichia coli, qui est l'une des bactéries les plus étudiées, les plus comprises. Ça, c'est un opéron qui va être constitué d'un ensemble de gènes qui vont coder pour des enzymes nécessaires au métabolisme du lactose. La bactérie Escherichia coli, on l'appelle l'opéron lactose. Alors, qu'est-ce que l'opéron? L'opéron, c'est un ensemble de gènes. C'est une unité fonctionnelle. C'est une unité fonctionnelle entre le génome bactérien et le génome prokaryote. Un ensemble de gènes. Chaque gène, il me un produit différent. Mais ils vont s'exprimer en même temps. Ils vont s'exprimer نفس الوقت. Ils seront transcrits par un seul et unique ARN messager. On l'appelle l'ARN polycistronique parce qu'il va en réalité posséder plusieurs cistrons en son sein. Et il va être traduit en même temps باش يمد les produits في نفس الوقت. Donc c'est un ensemble de gènes qui sont régulés kif kif, qui vont être exprimés en même temps et qui donc subissent une seule et même régulation. C'est ça l'unité fonctionnelle et l'organisation tandem de l'ADN prokaryote, c'est l'opéron. Alors on a un exemple pour mieux comprendre cette structure en opéron. Là on a un schéma qui nous montre la structure, mais d'un gène, mais de plusieurs gènes, le prokaryote, qui vont nous former l'opéron lactose. Il faut savoir que, ici, la bactérie Escherichia coli, elle va dégrader le lactose. Elle utilise le lactose pour sa survie. Donc, une voie métabolique, Escherichia coli, qui permet la dégradation du lactose. Et pour dégrader le lactose, il y a des enzymes. Les enzymes, la bêta-galactosidase qui permet d'hydrolyser le lactose. Quand tu hydrolyses le lactose, qu'est-ce que tu vas obtenir? Tu vas obtenir du glucose et du galactose qui va être utilisé par la bactérie. Une autre enzyme qui permet cette fois-ci l'entrée du lactose dans la bactérie. C'est une perméase, lactose perméase, qui permet de transporter le lactose à l'intérieur de la bactérie. Ou une troisième, un bonus, une structure, une protéine, une enzyme bonus, c'est la transacétylase qui permet d'activer la bêta-galactosidase. Chacune de ces enzymes nécessaires au fonctionnement du métabolisme permettant la dégradation du lactose va être codée par un gène. Donc l'information héréditaire, l'information génétique qui permet de structurer, de coder les protéines, bêta-galactosidase en bleu, lactose perméase en jaune et cette transacétylase en rouge, elles sont contenues dans des séquences codantes d'ADN qui sont des gènes. On les appelle les gènes de structure. Ici, on a le gène lactose Z, LAC-Z, le gène lactose LAC-Y, ou encore le gène LAC-A. Le gène LAC-Z va nous donner la bêta-galactosidase, le gène LAC-Y nous donne la lactose perméase et le gène LAC-A nous donne la transacétylase.
Ce sont des gènes différents qui nous donnent des informations différentes pour des structures différentes. بصح, on a remarqué que la bactérie, Escherichia coli, plus particulièrement, elles sont transcrites, istinser, un seul et même ARNM. Un seul ARNM, il y a les trois gènes. C'est un ARN polycistronique. Et on va la traduction pour obtenir les trois produits en même temps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'expression des gènes, les trois gènes, c'est fait en même temps. Elles ont été régulées par les mêmes séquences régulatrices. Parce que oui, comme je t'ai dit, l'ADN avec des séquences codantes, ce sont les gènes, ils me donnent des produits, essentiellement des protéines la plupart du temps, ou avec des séquences qui ne codent pas. Ou les séquences, la plupart du temps, ils sont pour réguler l'expression des gènes. Donc, on a plusieurs séquences, plusieurs enchaînements de nucléotides جايين قبل les gènes pour réguler l'expression تاعهم التعبير تاعهم. عندنا le site promoteur, c'est l'emplacement, المنطقة وين l'ARN polymérase تجي تلصق باش تعرف فقتاش وين راهم جايين les gènes باش دير لهم استنساخ. عندك l'opérateur, ça c'est un site régulateur caractéristique des prokaryotes, caractéristique des bactéries, des prokaryotes la plupart du temps, où je peux ramener une protéine, un répresseur qui va venir empêcher l'expression des gènes. Et je peux avoir juste les gènes de structure, une autre séquence régulatrice, un gène de régulation qui va coder pour ce répresseur qui permet d'empêcher l'expression des gènes. Donc il y a une vraie organisation fonctionnel où les gènes en même temps. C'est ça l'opérant. Maintenant, on va essayer de comprendre un petit peu comment fonctionne cet opérant lactose. On dit que c'est un opérant inductible. Parce que comme tu peux le voir, le schéma, en temps normal, le gène de régulation qui va bien sûr être exprimé par le biais de la transcription, ARNM, par le biais de la traduction, tarjama, pour obtenir une protéine, un répresseur. Il dit l'expression des gènes de structure. Ce répresseur ne fonctionne que sous forme tétramérique. Lorsqu'il est en tétramère, il va pouvoir se fixer sur la séquence régulatrice qu'on appelle l'opérateur et empêcher le début de la transcription de ces gènes de structure par l'ARN polymérase. Qui marque va bloquer l'ARN polymérase. Lorsque le lactose, par un moyen ou un autre, réussit à s'immiscer dans la bactérie. Le milieu externe est rempli de lactose. Le lactose. Il va rentrer, il va prendre une autre forme qu'on appelle allolactose. Il peut se coller, tu remarqueras qu'il peut se lier au répresseur et l'inactiver. Il va pouvoir empêcher le khadma taou. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas de figure-là? Lorsqu'il y a du lactose, on empêche le répresseur de se coller à l'opérateur. Qu'est-ce qui se passe? L'ARN polymérase peut fonctionner. Elle se colle sur son site promoteur, sur le promoteur. Elle va reconnaître des séquences régulatrices caractéristiques. Les kololha, dans 25, dans 80 nucléotides, les gènes. La transcription. L'ARN polymérase, OK, elle va continuer à avancer, les gènes, ce sera le site d'initiation de la transcription, elle va les transcrire en un seul et même ARNM polycistronique, ce sera la traduction et je vais avoir les enzymes nécessaires pour la dégradation du lactose. Comme tu l'as remarqué, l'opéron, yimchi, il va fonctionner par la présence du lactose. Son fonctionnement a été induit par la présence de lactose. C'est pour ça qu'on parle d'opérant inductible, un ensemble de gènes fonctionnels qui vont former donc une unité fonctionnelle qui va travailler en présence du produit le lactose. Qui dit le lactose, les enzymes qui vont dégrader de lactose. Voilà comment fonctionne l'opérant inductible. Bien sûr, mais chez les opérants, les opérants inductibles. J'ai des cas d'opérants qui ne sont pas inductibles, mais on ne va pas entrer dans les détails.
C'est juste pour comprendre, c'est un exemple bien connu, l'opérant lactose, c'est pour comprendre comment est-ce que les gènes de l'ADN bactérien vont fonctionner. On voit, donc par résumé, que les gènes de l'ADN bactérien vont nous former un complexe de gènes fonctionnels, une unité fonctionnelle qui sont régulés sous les mêmes séquences régulatrices, c'est ce qu'on appelle l'opéron. Tout simplement. Donc voilà les caractéristiques à retenir pour le génome prokaryote. Alors, bien sûr, tu l'as remarqué le schéma, hein, l'ADN bactérien n'est pas la seule molécule d'ADN présente au niveau d'une bactérie, hein. On a d'autres molécules d'ADN qui peuvent, leur présence n'est pas indispensable, hein. Elles ne sont pas essentielles à la survie, elles ne sont pas essentielles à la survie de la cellule, mais elles peuvent quand même bien aider à la survie de la bactérie. C'est ce qu'on appelle les plasmides. Les plasmides, ce ne sont rien d'autre que des molécules d'ADN distinctes du chromosome bactérien. Elles sont distinctes du génome bactérien à proprement parler. Elles ont une réplication totalement autonome. Voilà, elles se répliquent wahdhom. Elles n'ont pas de rapport avec l'ADN bactérien. Et elles ont une structure plus ou moins similaire, hein, bicaténaire, au moins deux brins, hein, comme tu peux le voir, qui ont une forme généralement circulaire, hein. Tu vois ici deux cercles qui forment un seul et même plasmide. On les retrouve la plupart du temps à les bactéries. Pourquoi est-ce qu'on les retrouve à des bactéries? Bien sûr, avec un nombre de copies variable. Ici, le schéma, j'en ai 3, mais je peux en avoir plus comme je peux en avoir moins, comme je peux ne pas en avoir, vu qu'elles ne sont pas essentielles à la survie de la bactérie ou bien de la cellule prokaryote. Mais pourquoi est-ce qu'elles sont présentes à la bactérie? Tout simplement parce que les plasmides, ces ADN, ces molécules d'ADN supplémentaires permettent de donner à la bactérie des caractères supplémentaires pour sa survie. Entre autres, ce qui nous intéresse en tant que futur médecin, entre autres, la résistance aux antibiotiques. Les plasmides hadouma, ils sont responsables de la plus grande catastrophe sanitaire les années à venir. Il y a la résistance aux antibiotiques. Je ne sais pas si vous avez mais l'utilisation anarchique, les antibiotiques. Même تعرف les professionnels de santé qui même تعرف la population. ما به والو يروح يشرب antibiotiques. تعطي له antibiotique ما يكملش التريتمون تاعو. تقول له 2 fois par jour pendant 8 jours هو 4e jour يحس روحو مليح ما يكملش التريتمون تاعو. Et bah cette utilisation anarchique تاع les antibiotiques خلات les bactéries اللي elles ont survécu parce que ça peut arriver, bien sûr. Les antibiotiques, ils vont pas tuer 100% à chaque fois de toutes les bactéries qui sont responsables de l'état pathologique TAC. Les bactéries qui vont survivre chez Saralhom, elles vont devenir résistantes. Elles vont devenir résistantes. Et quel est ce caractère résistant? Il est transmis par ces petits plasmides. Et donc, si ces bactéries-là prolifèrent et qu'elles deviennent majoritaires dans une population de bactéries donnée, oui, chez ça, l'amoxicilline تاعك ما يصلحش, l'augmentin تاعك ما يصلحش, et تضم في حيط. Une infection de rien du tout, qu'on pouvait soigner avec des antibiotiques banals, et ben, mais on peut plus les soigner. C'est ça la résistance aux antibiotiques. Et du coup, il va falloir trouver d'autres molécules qui permettent de tuer les bactéries. Bah voilà l'intérêt des plasmides qui sont donc responsables de cette résistance aux antibiotiques, qui sera le plus gros challenge sanitaire la population humaine va devoir faire avec les années l'amjayen. C'est pour ça que quand tu as un traitement aux antibiotiques, كملو jusqu'au bout. Médecin تاعك يقول لك, enfin, tu dis, bon, toi, tu vas devenir un médecin. تقول le patient تاعك ديرو 2 fois par jour pendant 8 jours, كمل le traitement تاعك pendant 8 jours. كي تقول الباسيون تاعك ما تسحقش انتيبيوتيك ما طيحش تحت لا بريسيون تاع ما مديتليش انتيبيوتيك, ما تمدلوش انتيبيوتيك باسكو ما يسحقش انتيبيوتيك. Tout simplement. C'était une petite parenthèse sur les plasmides, mais c'est important à connaître parce qu'ils ont quand même un rôle assez important vis-à-vis de ça. Donc, on a vu l'organisation du chromosome bactérien, on a parlé un petit peu des plasmides, qui sont quand même très très importants, hein, pour plus tard. On a quelques mots à dire sur l'organisation structurelle, conformationnelle plutôt, c'est le mot que je cherchais, l'organisation conformationnelle de l'ADN des prokaryotes. Alors il faut savoir que bien sûr, comme je t'ai dit, la plupart du temps, le chromosome il est sous forme circulaire. On peut démêler le chromosome circulaire, de l'ADN circulaire, pour avoir sur une forme linéaire. Et comme tu le vois, sous la forme linéaire, il a bien sûr
Il a bien sûr une double hélice, donc il a une conformation en double hélice, donc bicaténaire, double brin, donc deux brins d'ADN qui s'enroulent en double hélice entre eux. Il faut savoir que cette, cet enroulement en double hélice, il peut s'accentuer, comme il peut se désaccentuer, qui fait à travers des enzymes qui sont spécifiques à l'état d'enroulement de l'ADN. C'est ce qu'on appelle les topoisomérases. On a des enzymes qui sont capables, ils sont capables d'enrouler l'ADN sur lui-même encore plus. C'est ce que tu vois faire les photographies en microscopie électronique. Là, tu as un ADN circulaire, très peu enroulé. Là, tu as commencé à l'enrouler. Tu commences à former une hélice, une tresse. Tu l'enroules encore plus. Tu continues à l'enrouler pour le compacter encore plus. Donc, on est capable d'enrouler la molécule d'ADN encore plus sur elle-même. Alors, on peut l'enrouler sur la droite comme on peut l'enrouler sur la gauche. On peut l'enrouler dans l'axe de l'hélice. C'est ce qu'on appelle le super enroulement positif, c'est-à-dire qu'on va continuer à enrouler le côté de l'hélice. L'hélice est à la droite. Quand je tourne l'ADN sur la droite, c'est un super enroulement positif. En revanche, l'hélice à la droite, je vais tourner sur la gauche, le sens inverse, c'est un super enroulement négatif. Quel est l'intérêt de cet enroulement, ou bien de ce super enroulement? C'est de rendre l'ADN encore plus compact et de diminuer le volume TAO. Là, tu le vois, la première photographie, j'ai un ADN qui prend pas mal de place. Sur la dernière, l'ADN TAI, il prend très très peu de place. La surface, l'ADN TAI, c'est comme ça qu'on va réussir à compacter l'ADN, des surfaces et des volumes très restreints. Ça sera très très important pour l'organisation de l'ADN dans les eucaryotes. On a une définition. On peut définir ce qu'on appelle des topoisomères. Alors, c'est quoi les topoisomères? Ce sont deux molécules d'ADN identiques qui diffèrent uniquement par le nombre d'enlacements, le nombre d'enroulements, le nombre de marat li louitou ala rohou. Par exemple, cette molécule d'ADN sur la photographie de gauche, c'est un topoisomère de la molécule d'ADN sur la photographie de droite. C'est le même ADN, même structure, la seule différence, le nombre de super enroulements. Wahda, elle est très peu enroulée, l'autre elle est très très enroulée. Donc ça, ce qui est responsable de l'enroulement de l'ADN, comme je t'ai dit, ce sont ce qu'on appelle les topoisomérases, des enzymes qui permettent de modifier les enlacements, les enroulements, la manière de qui fait les brins à la rohtéo. On a plusieurs types de topoisomérases, les topoisomérases de type 1 et les topoisomérases de type 2, entre autres. Ce sont des enzymes qui sont très importantes pour défaire ou bien au contraire tordre les deux brins d'ADN. Elles ont été mises en évidence chez les prokaryotes et on a vu qu'elles étaient aussi présentes chez les eucaryotes. Et on va en reparler de ces topoisomérases. Les cours la réplication, elles sont importantes. La transcription, elles sont importantes. Les différentes modifications à l'ADN, elles vont être importantes. Alors voici les deux topoisomérases de type 1 et de type 2, les caractéristiques les plus grandes bien sûr. La topoisomérase de type 1 coupe un seul brin. Bien sûr, elle va couper la liaison phosphodiester, l'enchaînement des nucléotides. La topoisomérase de type 2, elle peut couper les deux brins en même temps, par le même procédé. Elle va couper juste la liaison phosphodiester. La type 1 ne peut défaire que les supertours négatifs, ça c'est important à retenir. La type 2, elle peut défaire les deux types de supertours positifs et négatifs. La 1, bah, tcharge de l'énergie, elle n'a pas besoin d'ATP. La 2, tcharge de l'ATP. La 1, vu elle conduit à défaire les supertours négatifs bark, elle conduit à un état relâché. La 2, on peut la retrouver bien sûr les prokaryotes en grand nombre, surtout un Escherichia coli qui porte un autre nom, la DNA gyrase d'Escherichia coli. C'est juste là, c'est un nom différent pour la même enzyme, c'est une topoisomérase de type 2. Alors la connaissance de ces enzymes-là et de leur fonction, elle est importante, parce que ça veut dire que je peux jouer sur l'enroulement de l'ADN, sur la compaction de l'ADN. Et ça a un intérêt thérapeutique. Ça a un intérêt pour des traitements anticancéreux, par exemple. Je peux trouver des molécules, comme par exemple l'acide nalidixique ou encore l'UP16, le Taxol. Je peux trouver des molécules qui sont capables d'inhiber l'action des enzymes.
Là, tu as des exemples. L'acide nalidixique, il inhibe la gyrase et les bactéries. L'UP16, inhibiteur de la topoisomérase de type 2. Le Taxol, il inhibe ta type 1. Bon, ce sont des exemples, bien sûr. Tu n'es pas obligé de connaître les molécules qui vont inhiber l'action des différentes enzymes qu'on va voir, les mécanismes de réplication, transcription, etc. Mais c'est intéressant à savoir parce que la base des traitements, la base des thérapeutiques, bah, ça part de là. La connaissance du fonctionnement d'un mécanisme cellulaire ou la biologique, نعرف كيف الآلية تاع كيفاش l'ADN يتريبليكا، كيفاش l'ADN يتم استنساخ تاعو، كيفاش les gènes ou les caractères ils vont être exprimés، كيفاش حندير التعبئة المواريثي، وكي نفهم لو ميكانيزم نقدر نفهم الميكانيزم باثولوجيك اللي ماشي اللي يعطي لي المرض، وكي نفهم لو ميكانيزم باثولوجيك نقدر جو بو نقاوم هذاك لو ميكانيزم باثولوجيك. C'est la base تاع les études تاعنا entre autres. Là on a deux schémas qui nous permettent de mettre en évidence الخدمه تاع les topoisomérases du type 1 et de type 2. Alors qu'est-ce que tu vois? Tu vois que le type 1, comme je t'ai dit, il va couper, donc c'est le ciseau, hein. L'enzyme elle est représentée sous forme d'un ciseau, c'est très schématique. Elle peut couper qu'un seul brin. Quand je coupe le brin hada, par exemple le brin violet, parce que j'ai un brin violet et un brin vert, je coupe le brin violet, qu'est-ce qui se passe? Je peux défaire le super enroulement qui fâche, le super enroulement négatif TAE. Qu'est-ce qui se passe? Je vais avoir une structure, un ADN, pardon, qui sera à un état plus relâché. Et du coup, ça le rend plus accessible à des mécanismes comme la réplication ou bien la transcription parce que ça le rend accessible aux enzymes responsables des mécanismes. En revanche, le type 2. Là, tu as le type 2. Deuxième ciseau. Là, on a symbolisé un ADN circulaire avec les deux brins, un brin bleu et un brin rose. Il coupe les deux. Il coupait les deux brins, hein, la partie rose et la partie bleue. Et quand il coupe les deux brins, qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut modifier l'enroulement. Ici, qu'est-ce qu'il a fait? Il a augmenté l'enroulement. Il a rendu l'ADN ADN plus compact. Il prend moins d'espace. C'est une condensation de l'ADN. Tu vois, les topoisomérases, ils ont un rôle très important pour la compaction, la décondensation, pour avoir un état relâché ou un état plus, plus compact, tout simplement, de notre molécule d'ADN. On a terminé avec l'étude de l'organisation du génome prokaryote. On va passer maintenant au génome eucaryote. Alors, pour les cellules eucaryotes, il faut savoir que la cellule eucaryote تميز بun noyau. Donc, la première des choses qui c'est que le matériel génétique, le génome, تاعنا حيكون في le noyau. Oui, mais pas que. Donc, quand on حبست la phrase تاعي le matériel génétique derrière le noyau, c'est faux. غلط. Parce qu'on a remarqué qu'un de la cellule eucaryote, on a pris pour exemple la cellule humaine, bien sûr. Donc, on va parler de la cellule eucaryote de manière générale, puis on va spécifier la cellule humaine et les caractéristiques تاعها. On a remarqué que le génome eucaryote, il va se diviser en deux parties. Deux compartiments مختلفين. La majeure partie de le génome, وين يكون داخل le noyau, c'est le génome nucléaire, à l'intérieur du noyau, sous la forme bien sûr d'ADN, qui sera l'ADN nucléaire. On va voir l'organisation à l'intérieur du noyau. Par contre, on a remarqué qu'on a une petite partie de génome, petite partie d'ADN, qui ne se trouve pas dans le noyau, mais qui se trouve dans la mitochondrie. C'est l'ADN, ou le génome mitochondrial, et qui se transmet par une hérédité maternelle seulement, c'est-à-dire que elle se transmet de mère en enfant, etc., etc. Tu remarques le schéma blé. Pourquoi est-ce que j'ai précisé humain entre parenthèses? C'est parce que les cellules végétales, on a un autre type d'ADN. C'est montré ici le schéma. Les cellules végétales, avec un autre organite qui n'est pas présent à des cellules animales, c'est le chloroplaste. C'est quoi le chloroplaste? Il y a الصانعة الخضراء. الصانعة الخضراء اللي قريتها في الليسي normalement إذا قريتها j'espère que مازالك شافي عليها. الصانعة الخضراء, le chloroplaste, présente un peu d'ADN. Il y a de l'ADN chloroplastique à l'intérieur de cet organisme, à l'intérieur de ce chloroplaste. Mais étant donné que on étudie plus précisément le génome eucaryote pour comprendre le génome humain,
On va pas parler de l'ADN chloroplastique. On va uniquement détailler l'ADN nucléaire et citer des caractéristiques de l'ADN mitochondrien seulement. C'est ce qui va être fait de la vidéo, fait de le cours. Donc bien sûr, on va commencer avec le génome, la partie la plus importante, c'est le génome nucléaire, hein, la partie nucléaire de notre génome eucaryote. Quelles sont les caractéristiques du génome nucléaire? Alors, première des choses, comme son nom l'indique, nucléaire, il se trouve dans le noyau. Ça paraît logique. La taille TAO est beaucoup plus grande que le génome prokaryote. Il est beaucoup plus grand. L'ADN au niveau d'une cellule eucaryote, plus particulièrement au niveau d'une cellule humaine, est beaucoup plus grand. Et ça se remarque surtout par la disposition en chromosomes. Tu le sais, l'ADN présent à l'intérieur du noyau va s'enrouler autour des protéines qu'on appelle des protéines histones et ça va nous former une matière, une substance qu'on appelle la chromatine. C'est la substance que tu vas trouver à l'intérieur du noyau interphasique. Derrière le noyau, ما بين الانقسامات الخلويه. Par contre, كي يبدا الانقسام الخلوي الانقسام الخلوي الخيطي المتساوي c'est-à-dire la mitose. Qui تبدا la mitose, on va observer une condensation de la chromatine et l'apparition de structures qui va nous former des chromosomes. Ces chromosomes-là, ils ont un nombre différent selon l'espèce اللي راهي عندك. Et comme j'ai dit tout à l'heure, عند la bactérie عندك un seul chromosome, c'est le chromosome bactérien. Par contre, un des autres espèces, animales entre autres, tu as plusieurs chromosomes. Le cheval, 32. La drosophile, qui est une espèce de mouche, 4. La levure, 16. L'homme, il a 23 paires de chromosomes. Hein. Ici, il manque le paire. Hein. 23 paires de chromosomes, c'est-à-dire qu'en tout et pour tout, on a 46 chromosomes. C'est énorme. 46 chromosomes par rapport à un seul chromosome bactérien, ça justifie la taille beaucoup plus grande de notre génome nucléaire par rapport au génome prokaryote. Vu qu'il est beaucoup plus grand, qui fait la réplication? Et bien, la avec plusieurs origines de réplication. Plusieurs origines par chromosome. Parce qu'une seule origine, c'est pas suffisant. Une seule origine, nous pas la réplication. Les séquences et l'enchaînement des nucléotides de l'ADN eucaryote va bien sûr être divisé en séquences codantes, ce sont les gènes, et les séquences non codantes. Les séquences codantes, on a remarqué que l'eucaryote, ils sont disloqués. Ou je vais disloqués, même un enchaînement de nucléotides, normalement, il me dit un seul gène. Par exemple, le gène à la couleur t'as les yeux bleus. J'adore cet exemple. Le gène à la couleur t'as les yeux bleus. L'enchaînement des nucléotides fait hosto, une séquence de nucléotides, عندك سلسلة تاع nucléotides اللي ما تمدلي والو ماشي داخله في لو جين صح في وسط لو جين. C'est ce qu'on appelle, c'est un intrus, c'est l'intron. C'est une séquence nucléotidique non codante à l'intérieur du gène. Et à l'extérieur de cet intron, qu'est-ce qu'on a? On a ce qu'on appelle les exons. Les exons sont les séquences codantes. C'est le gène à proprement parler. On parle de gènes disloqués. On n'avait pas ça, les bactéries. Les bactéries, j'avais remarqué que de l'opéron lactose, les gènes LAC A, Y et Z, ils étaient continus. Il n'y avait pas d'intrus à l'intérieur, il n'y avait pas d'intron à l'intérieur. Là, non. Là, on va avoir une disposition exon-intron. On a tenu beaucoup de régions intergéniques, c'est-à-dire beaucoup de régions qui ne codent pour absolument rien. Ce sont des régions non codées, qui sont majoritaires d'ailleurs. Hein. L'ADN humain, avec à peu près 1,5% le génome, il met des protéines, il est codant. Le reste, 98,5%, mais il met de welou. Mais il met de il te donne pas de protéines. C'est des séquences nucléotidiques qui ne veulent rien dire. La plupart d'entre eux, ce sont des séquences régulatrices qui permettent donc de réguler l'expression de les gènes. D'autres, c'est des séquences qui permettent la structuration conformationnelle de l'ADN en chromosomes et autres. Ça peut servir. Et les autres, ça sert à protéger les séquences codantes. Parce que s'il y a une modification, un polymorphisme, une mutation, t'as le génome, il reste avec la mutation ou avec la modification, la partie méchée codante. Je préfère la partie méchée codante plutôt que la partie codante qui va me donner un gène. Et avec le gène, on va me donner une protéine qui ne va pas fonctionner avec la mutation. Donc voilà, fonction inconnue, mais ça reste quand même, mais on peut quand même deviner, on a des hypothèses sur les fonctions, donc les régions intergéniques quand même. Et bien sûr,
Ce génome nucléaire, cet ADN nucléaire, vu que la taille est كبيرة, on est obligé, باش ندخلوه داخل le noyau, de l'organiser sous la forme de la chromatine. Alors, qu'est-ce que la chromatine? La différence avec les chromosomes, qui fait organisant le la chromatine, c'est quoi la différence entre ADN et chromatine? C'est ce qu'on va comprendre. Alors, la chromatine, on a un cours sur la chromatine, la vidéo là est le cours suivant. La chromatine, c'est quoi en réalité? Alors, c'est un état d'organisation de l'ADN. C'est une manière qui fait l'ADN à l'intérieur du noyau. Tout part d'une problématique, d'un problème, un des mouchkil. L'ADN est كبير بزاف. Quand je dis كبير بزاف, c'est-à-dire vraiment كبير بزاف. 2,5 mètres. زوج مترات ونص. C'est plus grand que la taille تاعي. C'est plus grand que la taille تاعك. À part il est un basketteur دار زوج مترات وستين, mais ça m'étonnerait. C'est plus grand que la taille تاع كاع اللي يشوفوا في هذه la vidéo. كيفاش ندخل 2,5 mètres d'ADN في un noyau اللي عنده approximativement la taille de 5 micromètres, de quelques micromètres? Eh ben c'est simple. نكومباكتيه, نكوندونسيه, نزيد الكثافه, فوالا نطبعو كيما لازم, جو في لونغولي كوم جو بو, حندورو, جو في لونغولي, حنلويه باش ندخلو داخل هذاك ليسباس صغير. C'est la nécessité de compaction qui permet de régler le problème de stockage de l'ADN. C'est qui m'a fait l'organisme تاعك, même d'un point de vue macroscopique, c'est ce qui se passe. L'intestin تاعك, qui fait à peu près 7 mètres, 6 à 7 mètres. كيفاش تدخلو في la cavité abdominale? Et ben c'est simple, je vais l'enrouler sur lui-même pour le condenser في هذيك l'espace. C'est toujours la même chose. Quand on a un problème de stockage, le corps تاعنا, c'est simple, la solution elle est simple, c'est de compacter, c'est de condenser, c'est de louer, c'est d'enrouler avec la structure pour تدخل avec l'espace. C'est comme dans la vraie vie. Alors, comment est-ce qu'on va compacter l'ADN تاعنا? Et ben c'est simple, on va ramener des protéines. On ramène des protéines, on va les appeler les protéines histones parce qu'on a beaucoup d'acides aminés basiques الداخل. Ces protéines-là histoniques, on va ramener l'ADN تاعنا, حنلوي l'ADN, je vais l'enrouler autour des protéines histoniques باش la taille تاعو تنقص pour condenser l'ADN ou ندخلو à l'intérieur du noyau. Cette substance, ADN plus protéines, des protéines histoniques plus des protéines non histoniques, c'est ce qu'on va appeler la chromatine. Donc la chromatine, ce n'est rien d'autre que l'ADN associé à des protéines permettant un état d'organisation plus compact dans le noyau, tout simplement. Cette chromatine, elle est observable en microscopie électronique, bien sûr, au cours de l'interphase. Il y en a entre deux divisions cellulaires, entre deux mitoses. Et on a deux formes de chromatine. On a la chromatine, en microscopie électronique foncée, vraiment déclinée l'aune, qui a fait de foncé en microscopie électronique. Elle est dense en électrons. Les électrons, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle est très 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 condensée. On l'a appelée l'hétérochromatine. Elle est disposée généralement à la périphérie du noyau. Et ensuite, on a une autre chromatine qui est beaucoup plus claire. Là, moins foncée en microscopie électronique, ce serait de photo en microscopie électronique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle est moins condensée. C'est de l'euchromatine. Et cette euchromatine, c'est elle qui est la plus accessible aux différents mécanismes de réplication et d'expression génique, transcription et le tralala qui suit. Bien sûr, est-ce qu'on peut passer de l'hétérochromatine à l'euchromatine? Oui, pour certaines parties de l'hétérochromatine, qu'on appelle l'hétérochromatine facultative. Et on a d'autres parties d'hétérochromatine qui sont constitutives. Je ne peux pas passer vers l'euchromatine. Elles ne peuvent pas s'exprimer. Il y a très peu de gènes à l'intérieur de cette hétérochromatine constitutive, mais je ne peux pas les exprimer. Surtout vu l'état hyper condensé. Ça, c'est l'état d'organisation de l'ADN sous forme de chromatine à l'intérieur du noyau interphasique. Pendant la mitose, la chromatine, elle va encore se condenser. Elle va former les chromosomes. Les chromosomes sont formés de chromatine. Et la chromatine est formée d'ADN. Et l'ADN, c'est le support moléculaire de l'information génétique, c'est-à-dire que c'est le génome ternain. Donc voilà la différence entre génome, ADN, chromatine, chromosome. Et bien sûr, le gène, c'est une seule information héréditaire, c'est une seule portion d'ADN, une seule séquence nucléotidique qui permet de coder pour un produit fonctionnel. Soit un ARN,
soit une protéine, ou là un peptide. Quand je dis protéine, je mets dans peptide, protéine dans la même catégorie. Mais je te fais un... Voilà, donc la chromatine, on va comprendre sa structure, son organisation, sa conformation plus en détail le cours Léa J, mais ça reste quand même la base que tu connais déjà, la cyto de première année. Alors, comme je t'ai dit, en mitose, on a une organisation en chromosomes. Ces chromosomes-là, bien sûr, la cellule humaine, on en a 46. Ces 46-là, ils seront étudiés plus en détail le cours, tu as le karyotype, mais on a entre autres 22 paires, c'est-à-dire 44 autosomes homologues. Ce sont des chromosomes qui ne sont pas sexuels, qui sont là. Et on a une seule paire, c'est-à-dire deux chromosomes sexuels de deux types, X et Y. Si tu es un individu de type féminin, avec de X, XX. Si tu es un individu de type masculin, avec XY. Là, je peux te poser une question. Ida, tu es un individu de type féminin, ce qui est la majorité, là, les vidéos je n'ai toujours pas compris, ouais, quoique si, en fait, parce que médecine, il y a beaucoup plus de filles que de mecs. Mais si tu es un individu de type XX, tu as deux X, donc avec un doublon. Est-ce que les deux X s'expriment en même temps? La réponse est non. Alors, si tu as deux X, il y aura un des deux X qui va s'exprimer, l'autre ne va pas s'exprimer. Il sera silencieux, il sera sec. Ça, c'est important à savoir. Ça, c'était un petit détail, voilà, que je profite pour le dire, parce que le cours à la chromatine, mais quand on va parler de la constitution de ce que l'hétérochromatine peut former au niveau donc des chromosomes. Donc, voilà pour les chromosomes A2A. Donc, l'ensemble de ces chromosomes, bien sûr, ils sont formés de chromatine, et entre autres, la chromatine, tu vas retrouver de l'ADN. Et cet ADN-là, on a dit que la taille était très très grande. On n'avait pas spécifié. Avec 3,2 milliards de paires de bases. 3 milliards de paires de bases. Donc, PB, ça veut dire paire de bases. Donc, vu que l'ADN est une molécule double brin bicaténaire qui a donc automatiquement les bases TOHA qui vont s'organiser en paires, on parle de paires de bases. 3 milliards de paires de bases, c'est énorme. C'est pour ça que le génome, il est très très grand, le génome humain. Enfin, des 3 milliards de paires de bases, on a recensé entre autres entre 20 000 et 25 000 gènes. C'est énorme, c'est beaucoup. Mais pas tant que ça, parce qu'en réalité, c'est inférieur, c'est approximativement à Widor, les 1,5% du génome. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a des 98,5% d'un génome qui ne code pas. C'est pas des gènes, c'est des régions, là, des séquences intergéniques entre les gènes qui ne codent pas. Voilà. Donc le gène, on l'a défini comme étant une portion d'ADN, une séquence nucléotidique qui va coder pour un produit fonctionnel. Cette définition est partiellement fausse. Je vais les laisser comme ça juste pour appuyer sur ça, pour appuyer sur les deux détails. C'est une définition qui est partiellement fausse. Les gènes, en grande majorité, codent pour une protéine, mais on va voir la classification des gènes que je peux avoir des gènes qui ne codent pas pour une protéine. C'est des gènes qui sont transcrits en ARN, et l'ARN, il est yimchi, il est fonctionnel. On n'a pas besoin de le transformer en protéine. Pardon, on n'a pas besoin de le transformer en protéine. C'est le cas des ARNT, ARN de transfert, comme on bête la traduction. C'est le cas des ARN R, les ARN ribosomaux. Ça comme la traduction pour former les ribosomes. Cas de moi, ce sont des ARN fonctionnels, importants pour le fonctionnement de la cellule, mais qui ne sont pas codés en protéines. Ces gènes-là, bien sûr, sont répartis sur le chromosome avec des régions plus ou moins riches en gènes. Mais le chromosome, il n'y a pas que des gènes, comme je t'ai dit. Il y a beaucoup de zones qui ne sont pas codantes. 98,5% du génome n'est pas codant. Et fait les 98,5%, avec plus de 40% de séquences d'ADN, l'iraho, répété, il plusieurs fois. Donc, on va essayer de voir un petit peu la structure du chromosome, puis moi ce que ça veut dire. Donc, si on prend un chromosome, là on a pris un chromosome caractéristique qui n'est pas sous forme, métaphasique, parce que le chromosome ludique ferras, c'est un chromosome métaphasique là-dedans. Il y a deux chromatides. Là, on a essayé de prendre un chromosome simple. Donc, ce chromosome simple, il est constitué de quoi? Déjà, la première chose que je vais devoir définir, c'est le centre. C'est ce qu'on appelle le centromère.
centromère là, c'est là où les fibres du fuseau mitotique permettant la division de ce chromosome métaphasique en deux chromatides pour les deux pôles de la cellule en pleine mitose. Ça, ce sont des notions de première année, de terminale ténite. Centromère, c'est la région centrale du chromosome. On a les extrémités des chromosomes qui sont très 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 importantes. On les appelle les télomères. Télomères et centromères sont des régions importantes pour le chromosome qui contiennent des séquences d'ADN, silsilat nucléotidat, li راهم متعاودين بالبزاف. Des séquences très très répétées d'ADN permettant entre autres déjà la structuration du chromosome, mais en plus la protection du génome, ou du moins de la partie codante du génome. Les télomères adouma, on va en reparler presque galécourt, les télomères, ouais, parce qu'ils sont très 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 importants. Les extrémités de les chromosomes, ils permettent la protection. Ce que tu vois en bleu, en numéro 1, ça permet la protection des chromosomes, la protection le génome. Et avec l'âge, commence à s'effriter. Il tout. Plus les télomères qui sont ça dépend de ta génétique bien sûr, ça dépend de la chance تاعك, plus les télomères تاعك يكونوا طوال, plus l'espérance de vie تاعك تكون طويلة. Elle a des chances تكون طويلة. Plus les télomères تاعك يكونوا قصار, قد ما تكون تعرض لدي maladies, قد ما تكون تعرض le vieillissement, قد ما تكون تعرض une mort précoce. Mais Mais voilà, c'est comme ça. Donc ces télomères-là, ils sont très 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 importants. Ou avec les centromères, ils sont constitués d'ADN très 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 répétitif. On va voir ça juste après. Bien sûr, entre télomères et centromères, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver bien sûr un bras long, un bras court à notre chromosome, et ces bras-là, ils sont constitués de quoi? Des séquences nucléotidiques d'ADN, très bien, mais ces séquences-là, ils peuvent se diviser en quoi? On a des séquences qui ne sont pas codantes et qui sont modérément répétitives, c'est ce que je vois en numéro 3, on va les définir juste après. On a des séquences non codantes qui sont très très répétitives et tu les vois, hein, ils sont au numéro 4, ils sont proches du centromère, on retrouve même au niveau des télomères, ce sont des séquences, ils ne codent pas pour des protéines, mais ils me donnent un produit fonctionnel, et ils ont un rôle, c'est de protéger la partie codante du génome. Et bien sûr, ce que tu vois en orange, en numéro 5, ce sont les gènes. Et en 6, ce sont des origines de réplication qui sont très utile pour le mécanisme de réplication. Et تضاعف تاع l'ADN, bien sûr, la phase S, قبل la division mitotique, قبل انقسام خيطي المتساوي تاع la cellule. Donc, comme tu l'as vu, notre génome humain, l'ADN qui constitue notre génome, peut se diviser donc en plusieurs catégories. On peut le catégoriser de plusieurs manières. On a la partie qui va coder pour des protéines, donc c'est les gènes et même les séquences qui sont apparentées aux gènes, les gènes, les gènes. Donc on a 3 milliards de paires de bases, ici on compte en mégabases, donc 3000 mégabases, méga c'est 10 puissance 6, donc on est sur les 3 milliards de paires de bases qui manquent. Je vais avoir 900 mégabases qui sont apparentées aux gènes. Les 900 mégabases, un des rares 90 mégabases, c'est de l'ADN codant, c'est des gènes, c'est les exons à les gènes, pour être plus particulier. Au moins, les protéines, les protéines fonctionnelles. Le baqi, c'est de l'ADN non codant, ça qui est apparenté aux gènes. Avec les introns, les intrus, les qui nous faussent le gène, avec des fragments de gènes, avec des pseudogènes. Et des pseudogènes, ils sont très, 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 très intéressants. C'est quoi les pseudogènes? Ce sont des séquences nucléotidiques apparentées aux gènes parce qu'ils chebouent les gènes. Ils chebouent vraiment comme deux gouttes d'eau aux gènes. Sauf que la seule différence, c'est que ils ne sont pas fonctionnels. Ils auraient pu, je parle au conditionnel, ils auraient pu être fonctionnels, ou là ils auraient été fonctionnels le passé, mais à cause de modifications, mutations ou autres, ولاو ما يمشوش ولاو non fonctionnel. على بالك le gène pour qu'il puisse être codé لازم له un cadre de lecture, لازم له des séquences régulatrices باش l'ARN polymérase يعرف بلي هذا c'est un gène لازم ندير له transcription.
لازم له les codons d'initiation qui m'a le fameux AUG اللي يمد لك الميثيونين لازم لك ما لازمش يكون كاين ان كودون ستوب مع الاول تاع لو جين كيما يو ا ا يو ا جي يو جي ا اللي ما يخلوش هذاك لو جين يمشي لو كان صراو دي موديفيكاسيون اللي خلاو هذاك لو جين ما يكونش عنده ان cadre de lecture suffisant il va devenir ce qu'on appelle un pseudogène c'est une séquence nucléotidique qui ressemble au gène, mais qui est non codant, il est non fonctionnel. Ça, c'est la première partie du génome humain qui est apparentée au gène. La deuxième partie, c'est de l'ADN extragénique. 2100 mégabases qui va être divisé en deux. On a de l'ADN qui a copie unique, où il y a vraiment pas vraiment beaucoup répété, 1680 mégabases. Ou avec l'ADN répété, il va nous intéresser parce qu'il a une utilité clinique, enfin il a une utilité en médecine légale, il a une utilité, les tests de parenté, il a une utilité en tant que futur médecin. Cet ADN répété, ce sont des séquences nucléotidiques, des enchaînements des nucléotides, يتعاودوا. C'est pas moi, je vais dire une séquence au hasard, AGTTC, AGTTC par exemple, je peux, ne sais pas, تتعاود AGTTC, AGTTC par-ci, AGTTC par-là. يتعاودوا هاد les enchaînements de nucléotides. Alors, هاد les répétitions, les séquences nucléotidiques, je peux les diviser en deux parties. J'ai des répétitions localisées, AGTTC, juste après un AGTTC, juste après un AGTTC, ce sont des répétitions en tandem. Des répétitions localisées dans une région particulière du génome. Et faire les répétitions en tandem, on peut définir l'ADN satellite, mini-satellite et microsatellite selon la taille de la répétition, selon le nombre de copies de la répétition et selon les caractéristiques تاعهم. On va les définir un petit peu à deux mots. Et d'ailleurs, les ADN micro et mini-satellites sont importants parce qu'ils permettent la reconnaissance identitaire de l'individu. Par exemple, les enquêtes criminelles, par exemple واحد قتل واحد شخص A قتل شخص B استعمل je sais pas انا استعمل موس ولا استعمل عفسايته خلى les empreintes تاعو les empreintes génétiques تاعو خلى un cheveu خلى une partie de son génome خلى une partie de son ADN. Je peux analyser avec l'ADN نشوف les séquences répétées en tandem هذاك et je peux reconnaître dès que la personne, je peux reconnaître l'identité d'un criminel. Ça a une grosse utilité en médecine légale. Ou encore, la reconnaissance de l'hérédité, c'est-à-dire la reconnaissance parentale. Les tests de paternité, par exemple. Est-ce que tu peux faire un test. Tu compares les répétitions en tandem, les ADN, et tu vérifies. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ça a une importance. Ça a une très très grosse importance dans le cadre médecine légale et dans le cadre test paternité, reconnaissance de l'hérédité et autres. On a d'autres répétitions, ce sont des répétitions qui sont espacées mais bien. On parle de répétitions intercalées, en anglais interspersed. Ces répétitions à deux mots, ils sont localisés à des endroits très différents pour le génome. Tel cas AGTTC par exemple, AGTTC chromosome 1, AGTTC chromosome 28. Et ce que je viens de dire là, c'est un exemple, bien sûr. La GTTC ou une autre partie du chromosome, une autre partie du génome, ça peut être sur le même chromosome, ça peut être avec une grosse distance, ou là ça peut être sur d'autres chromosomes. Ces répétitions intercalées, elles ont plusieurs spécificités, il y a plusieurs sous-catégories. Les éléments sign, short, les éléments line, donc long, interspersed nuclear elements, les éléments LTR, long terminal repeats, et les transposons. Hadomaga, on va les détailler un petit peu, mais ce sont des séquences, des enchaînements nucléotidiques, des séquences nucléotidiques qui se répètent avec de gros espaces mabinateurs. On va voir qu'ils ont plusieurs caractéristiques et des éléments très importants à connaître dans la disposition et dans l'organisation du génome et de l'ADN. Donc, comment est-ce qu'on peut classer l'ADN TNA? Eh bien, on peut le classer
selon sa fonctionnalité qui m'a relevé, c'était ce qu'il y avait au début. Hein. Est-ce que ça a une fonction connue, je vais avoir un produit, donc c'est un gène, ou bien c'est extragénique, bon, ça donne pas de gène. Ou bien selon le nombre de répétitions. On peut organiser l'ADN selon la structure répétitive de notre génome. On a trois classes d'ADN. L'ADN était répétable bzaf. Les séquences étaient double bzaf. HTTC تعاود 500 000 fois par exemple. On a une séquence d'ADN moyennement répétée. HTTC تعاود une centaine de fois, 1000 fois à peu près, moyennement répétée. Et on a l'ADN qui n'est pas répété, une séquence nucléotidique qui généralement donne un gène. Si c'est pas répété plusieurs, si c'est répété, s'il y a une seule barque, une seule copie de la séquence nucléotidique, c'est que généralement ça va coder pour un gène, mais pas que. On va voir. Alors l'ADN hautement répété qui m'en ce sont des séquences qui étaient répétées au bilbzaf, comme leur nom l'indique. Plus de 10 puissance 5 copies. En Andorov, les 500 000, hein, 500 000 fois en moyenne, c'est beaucoup. L'exemple de l'ADN c'est l'ADN satellite. Cet ADN satellite, courte séquence, d'ADN, il était au niveau win, centromère et télomère. Les télomères, donc les extrémités du chromosome, le centromère, le centre, je vais retrouver des séquences d'ADN hautement répétitives, qui représentent 10% du génome, voire 20%, 10 à 20% du génome, qui sont répétées belbzaf. Et il y a du coup quelques centaines, voire plusieurs centaines, donc de nucléotides qui sont répétés au niveau donc de ces centromères, de ces télomères. Deuxième catégorie, l'ADN moyennement répété. Séquence un peu plus courtes, mais qui sont répétées plus de fois. 20 à 30% du génome. C'est un pourcentage plus grand que l'ADN hautement répété. Ça peut aller de quelques centaines à quelques milliers de nucléotides, quelques centaines de copies, 10 puissance 2, donc c'est 100, jusqu'à 10 puissance 5 copies. Donc bien évidemment, la répétition, elle est moins grande que de la première catégorie. On peut classer cet ADN moyennement répété en deux familles. Les répétitions regroupées en séries localisées, c'est les répétitions en tandem, et les répétitions dispersées, les interspersed répétitions. Alors, les répétés en tandem, on a les mini-satellites, les microsatellites et les copies multiples. Alors, qu'est-ce que les mini-satellites et qu'est-ce que les microsatellites? Alors, les mini et les microsatellites, ce sont des répétitions, de quelques séquences de nucléotides qui vont différer à la de leur taille. Et bien, ils sont répétés moyennement, hein, c'est-à-dire que le nombre il dort les centaines à quelques milliers de copies. Donc, mini-satellites, c'est des séquences de 10 à 25 paires de bases. AGTTC, AGTTC, je donne d'autres séquences qui n'ont rien à voir, 10 à 25 paires de bases à peu près, qui sont répétées plusieurs fois. Les microsatellites, eux, ils sont plus courtes. 1 à 5 paires de bases. On peut même parler de 10 nucléotides. Mais c'est juste 2 nucléotides تعاودوا. AG, 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 AG ou la AGC, AGC, AGC تعاود plusieurs fois. Donc, les mini et les microsatellites sont des répétitions qui vont différer entre eux par le nombre de paires de bases qui vont être répétées. Mention spéciale pour les mini-satellites Hadoma qui sont très importantes parce qu'elles peuvent constituer des empreintes génétiques permettant la reconnaissance de l'hérédité, donc les tests de paternité et tout, les tests parentaux, etc. Est-ce que hada wlidak ou machi wlidak, ou bien les tests d'identité pour reconnaître l'identité d'un individu. انت اللي قتلت هذاك العبد باسكو شتبنا شعرك اللي كان في هذاك الوقت l'emplacement تاع لو كريم وكي درنا له séquençage et tout etc. On a trouvé la séquence هذيك des mini satellites, les répétitions en tandem تاع هذاك le cheveu c'était les mêmes que l'ADN تاعك, donc انت هو le criminel اللي دار هذا le crime. Ça, ce sont des exemples donc d'utilisation de ces répétitions en tandem, plus particulièrement les mini-satellites. Troisième catégorie, les répétitions en tandem, on a les copies multiples des gènes ARN. Les gènes ne sont pas uniquement à copie unique. On a des gènes qui peuvent se répéter. Par exemple, les gènes ARN. Les gènes
qui vont coder pour l'ARNT ou l'ARNR, entre autres. Ce sont des gènes qui ont plusieurs copies et qui sont moyennement répétés. Pourquoi? Parce que j'ai besoin de plusieurs ARNT, j'ai besoin de plusieurs ARNR pour former des ribosomes et pouvoir faire la traduction d'autres gènes des gènes à protéines et autres. Ça, ce sont les répétitions en tandem. On a les répétitions répétées dispersées. Alors, les interspersed nuclear elements, on peut citer les short, interspersed nuclear elements, les sign. Alors, ces signs hadouma, on peut citer les éléments alus, on ne va pas rentrer dans les détails. Ils sont courts, short, blocs de 130 à 500 paires de bases. On a les line, long interspersed nuclear elements, kiff kiff, séquences répétées dispersées, mais qui vont être un peu plus grosses, un peu plus longues. 5000 à 7000 paires de bases. Parce que kilo, bah, c'est pour dire que c'est 1000. Donc 5 à 7 kilobases, c'est l'équivalent de 5000 à 7000 paires de bases. Les éléments LTR, Long Terminal Repeat. Alors, Hadoma, ce sont des séquences répétées. Les extrémités تاعهم, c'est là où est-ce qu'il y a la répétition. C'est là où est-ce qu'il y a la répétition. C'est les extrémités de les séquences-là. When le وسط تاع la séquence, ça peut être un gène. Ça peut être un gène qui est وسط à la séquence, c'est-à-dire quelques milliers de paires de bases, et j'ai environ 600 paires de bases, les extrémités qui sont répétées, avec 400 000 copies. C'est pas mal. Et on a bien sûr les transposons avec 300 000 copies. Alors, pour comprendre l'intérêt de ces séquences répétées dispersées, il faut connaître leur mode de fonctionnement. Les signs, les lines et les LTR, Bintlata, c'est ce que l'on appelle les rétrotransposons. C'est quoi les rétrotransposons? Ce sont des séquences d'ADN, des séquences nucléotidiques, qui vont se déplacer d'un endroit flogénome à un autre endroit grâce à la transcription inverse. C'est-à-dire que j'ai ma séquence d'ADN qui va être transcrite en ARN. L'ARN هذاك يروح لبلاصه واحده اخرى تاع لو جينوم et كي يلحق هذيك بلاصه واحده اخرى يتلاقى مع une enzyme نعيطوا لها transcriptase inverse. La transcriptase inverse واش دير؟ elle va faire l'inverse de la transcription. استنساخ عكسي. من هذاك l'ARN نعاود نجيب l'ADN et je vais l'insérer une autre partie de le génome. C'est pour ça que les répétitions elles sont dispersées في le génome. Mais مش قراب ما بيناتهم. C'est على جال هذا le mode de fonctionnement تاع les rétrotransposons. Et كيما شفت la différence ما بين sign et line bah c'est le nombre de nucléotides hein, qui est répété. Il y a d'autres différences, qui par exemple les lines ils sont autonomes, les signs ils sont pas autonomes, ça c'est des détails et j'ai pas envie de le faire. Et les éléments LTR, hadouma, kiff kiff, rétrotransposons, ça qui a un mode de fonctionnement chouïa différent à les lines et les signs. La différence c'est que hadouma les éléments LTR, ils me choquent كيما les rétrovirus, كيما le virus tel VIH, responsable du sida. Là, je vais te faire un petit rappel, tu as le cours تاعك تاع terminal اللي قريتو على الVIH. قريت نتايا في terminal بلي عندك فيروس اللي اسمه الVIH, il est responsable du sida, qui peut infecter une cellule hôte. Et la particularité des VIH, c'est qu'il allait infecter une cellule importante pour le système immunitaire. On ne va pas rentrer dans les détails. Le VIH هذاك, c'est ce qu'on appelle un rétrovirus. C'est un virus qui le génome théorique est sous forme d'ARN. À l'ARN, je lui mets une capsule avec des protéines et autres, et j'ai des enzymes, des protéases, qui sont la capsule, les protéines et tout. عندي l'intégrase ou la transcriptase inverse. Les enzymes ils permettent, à partir de ce génome ARN, de synthétiser la version ADN avec le génome, c'est de l'ADN complémentaire grâce à la transcriptase inverse, à travers l'istinsakh l'axi. Et l'intégrase, c'est une enzyme qui a pour but d'intégrer l'ADN complémentaire dans le génome. Et du coup, le génome tel virus, il trelfe le génome dans la cellule hôte. Les éléments LTR, qui possèdent les extrémités LTR à long terminal repeat, ils font comme les rétrovirus. C'est des rétrotransposons. Ils stimulent la transcriptase inverse, ils stimulent l'intégrase. C'est-à-dire que je vais transcrire la séquence d'ADN en ARN, l'ARN yimchi, mais قبل ما يلحق l'endroit où le génome où est-ce qu'il va devoir se coller, s'intégrer,
j'ai déjà ramené l'ADN complémentaire. J'ai déjà fait la transcription inverse. Ensuite, l'intégrase, elle va terminer le travail et le mettre dans le génome. Ça, ce sont des détails pour le fonctionnement de هذوما. Tu n'es pas obligé de تحفظهم ولا تشفي عليهم. C'est juste باش تفهم comment fonctionnent ces séquences répétées. Ou là, tu me poses la question, منين جاو هاد les enzymes, transcriptase inverse, intégrase et autres, Mindak, les séquences répétées, ils jouent le rôle de gènes. Ils codent pour être des enzymes qui permettent leur déplacement d'une partie de le génome à une autre. Et ainsi, ça va permettre de disperser ces répétitions qui, bien sûr, ont un rôle plus ou moins inconnu, mais on soupçonne qu'ils peuvent donc protéger la partie codante du génome. Les transposons, les transposons, c'est presque comme les rétrotransposons. La seule différence, c'est que Huma, c'est du copier-coller. Ils ne vont pas passer par la phase ARN. J'ai une séquence d'ADN qui est un transposant. Il va sauter une place à le génome, place à l'autre. Il va sauter une place à l'autre. Il a des enzymes. Il va couper avec la séquence. Il déplace la place à l'autre. Ou Mindak, il a une copie moi. C'est pour ça que c'est une séquence répétée dispersée qui a environ 300 000 copies. C'est pas pour rentrer, je suis rentré un petit peu dans les détails, mais c'est juste, je te fahme, derrière les séquences d'ADN qui ne sont pas des gènes, il y a tout un monde. Il y a vraiment tout un monde pour la compréhension de la structure de l'ADN. C'est très intéressant. Je t'invite à aller faire des recherches annexes pour mieux comprendre ce que je viens d'expliquer. Troisième catégorie, l'ADN non répété. Donc, ce sont des séquences bien sûr uniques, enfin, presque uniques, Mindak. 40 à 70% du génome. Alors là, c'est un peu revu à la hausse. On tourne dans les... Oui, bon, 60% à peu près. 50-60%. Une partie de cet ADN va constituer ce qu'on appelle des gènes. C'est-à-dire que c'est de l'ADN codant, transcrite et éventuellement traduite. Pourquoi éventuellement? Parce que qu'il y a des gènes, ils me donneraient des ARN. Ils ne sont pas codants, mais ils me donnent des protéines. Ils ne codent pas pour des protéines, mais ils me donnent un produit fonctionnel et l'ARN. Donc, dans une cellule donnée, près de 3% de l'ADN est transcrit. 1 à 2% du génome total. Donc, tu vois que la partie codante du génome, elle est vraiment marginale. Elle est vraiment très, 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 très petite. Mais le piège, je te le fais, c'est te dire que les gènes داخلين في la catégorie de l'ADN non répété. C'est faux. كاين بزاف les gènes اللي ما راهمش في l'ADN non répété, ils sont répétés. Les gènes تاع les histones, ils sont répétés. Les gènes تاع les ARN, ARNR, ARN T, داخلين في la partie moyennement répétée. On l'a cité. J'ai des familles de gènes, des familles multigéniques. La famille تاع les gènes HLA, les immunoglobulines, les globines, etc. Donc, ce n'est pas tous les gènes qui sont contenus dans cette fraction d'ADN qui n'est pas répétée. On a une petite remarque, on peut définir ce qu'on appelle l'ADN intercalaire comme étant les séquences d'ADN qui ne sont pas codantes, qui sont entre les fractions codantes. Ça prend en considération les pseudogènes, ça prend en considération les introns, donc moi c'est des séquences qui ne le codage, des séquences répétées, les chez un produit, donc c'est ce qu'on vient de voir d'Ouka, des éthanites, des régions qui ne sont pas traduites. On va voir juste après, sont des régions untranslated region, les régions UTR, derrière les exons, mais ils sont transcrites mais qui ne sont pas traduites. On va détailler ça plus tard et on va en reparler le cours sur la transcription. Voilà un petit schéma récapitulatif sur l'ADN, sur la structure du génome d'un point de vue répétitif. L'ADN répétitif peut être divisé en deux parties. L'hautement répétitif, c'est l'ADN satellite, aux alentours des centromères et des télomères. Le moyennement répétitif va être divisé en répétition en tandem et en répétition dispersée. La répétition dispersée, un des transposants qu'on n'a pas mis, on a surtout les rétrotransposants de type sine et line. Les répétitions en tandem, on a bien sûr mini-satellites, microsatellites, très importants pour les empreintes génétiques, et les multiples copies de gènes comme les gènes à ARN T. Maintenant qu'on a classé l'ADN selon sa nature répétitive, on va plutôt classer les séquences codantes de l'ADN, ou plutôt ce qu'on appelle les gènes. Alors ces gènes-là, on peut les diviser en trois parties, en trois classes. Classe 1, classe 2 et classe 3.
Chacune de ces classes va s'exprimer par des enzymes différentes, par un type d'enzyme différent et qui va nous donner un produit différent. Les gènes de classe 1 sont transcrits par l'ARN polymérase de type 1. On ne s'est pas cassé la tête, hein. La polymérase 1, c'est pour la classe 1. Elle va nous donner elle va nous donner les ARNR ribosomal. Les ARNR, voilà. Les ARNR adoma, ce sont les trois, 28S, 18S et 5,8S. Bien sûr, le S fait référence au coefficient de sédimentation les ARNR. Donc, ces ARN ribosomiaux viennent donc des gènes de classe 1 qui sont répétés d'ailleurs. Ils sont rassemblés en groupes, ils ne sont pas dispersés, et ils sont moyennement répétitifs. Et ils ont approximativement, ils peuvent dépasser 200 copies. Les gènes de classe 2, ce sont des gènes qui sont transcrits par l'ARN polymérase de classe 2. On n'a toujours pas cassé la tête. Classe 2, c'est l'ARN polymérase de classe 2. La plupart du temps, ce sont les gènes les plus connus, hein, les plus fréquents, le génome TAC. La plupart du temps, ils sont uniques. Sauf pour les gènes qui codent pour les histones et ils sont répétés, mais la plupart du temps, ils sont uniques. Ils vont coder pour quoi? Ils vont coder pour une protéine. Et c'est la plus grande classe de gènes. La grande majorité des gènes sont dans cette classe 2. Bien sûr, faites les gènes de classe 2, j'ai des sous-classes. Je peux sous-classer les gènes à protéines, comme on les appelle, les gènes de classe 2, selon ce qu'ils vont me donner et selon leur état fonctionnel. J'ai des familles de gènes, Danit, j'ai des familles de gènes qui peuvent appartenir à ces classes 2. En gros, c'est un ensemble de gènes qui codent pour presque la même protéine. Je dis bien presque, des protéines plus ou moins analogues, itchebo. La famille des gènes de la bêta-globine, plusieurs gènes qui codent pour la bêta-globine. Sauf que cette bêta-globine, qui est une sous-unité de l'hémoglobine, ce que tu vas retrouver dans ton sang, cette sous-unité-là, elle est légèrement différente selon le gène qui va s'exprimer. La famille est les gènes, la lactine, la myosine, donc des protéines importantes pour la contraction musculaire. Bien sûr, le type d'actine, le type de myosine sera différent selon le gène qui a été exprimé. Quel est l'intérêt d'avoir plusieurs gènes qui codent pour une même protéine? C'est d'avoir une protéine un petit peu différente selon le type cellulaire ou l'état, ou du moins la phase de développement avec la cellule. Par exemple, j'ai une bêta-globine spécifique pour l'état embryonnaire fœtal. J'ai une bêta-globine spécifique pour l'âge adulte. Je peux avoir l'actine et la myosine qui vont être différents selon le type cellulaire, selon le type de fibre musculaire ou autre. Ça, c'est ce qu'on appelle les familles des gènes. Donc, tu peux trouver plusieurs gènes qui codent pour une même protéine, mais qui aura toujours une petite différence entre ces gènes et du coup entre ces protéines. On a une autre classe de gènes de type 2 qui sont les gènes domestiques. En anglais, c'est plus stylé. On parle de housekeeping genes. Ces housekeeping genes, ce sont, entre autres, les gènes اللي تلقاهم معبرين في كاع الخلايا يتعبروا في كاع الخلايا. Ils sont exprimés dans absolument toutes les cellules. وعلاش؟ Parce qu'ils vont me donner des protéines ou là des enzymes indispensables à la survie de la cellule. Par exemple, les enzymes de la glycolyse. Est-ce que كاين خلية ما داش glycolyse؟ كاين ما كاش. l'enzyme qui le gène تاع les enzymes les gènes تاع les enzymes de la glycolyse تلقاهم exprimés في كاع الخلايا. Les enzymes à la respiration qui codent pour les protéines et les enzymes à la respiration cellulaire. Est-ce que qu'il y a des cellules qui m'aident la respiration cellulaire? Très très peu. Alors tu vas trouver ces gènes-là exprimés dans presque les cellules. On parle de protéines ou bien de voies métaboliques ubiquitaires. Ou encore d'autres métabolismes intermédiaires indispensables à la survie de chaque cellule. Donc ces gènes-là qui sont exprimés partout, on parle de gènes domestiques, de housekeeping genes. On peut mettre la catégorie les pseudogènes, mais bon. Les pseudogènes, c'est des gènes de classe 2 qui ont perdu leur fonctionnalité. Ils auraient pu fonctionner, mais malheureusement, c'est tout bête, mais un petit détail, une petite modification, يبقاو non fonctionnels. Ils sont ni transcrits, ما كاش استنساخ, ما كاش ترجمة, ما كاش traduction. وعلاش؟ ما كاش le cadre de lecture suffisant parce que كاين بزاف les condostops, UAG, UGA
ou UAA. Bon, bien sûr, le U hadak, c'est pour l'ARN messager. Donc, quand il est transcrit, ça donnerait un ARNM qui serait pas fonctionnel. Et pas de codon méthionine initiateur, le fameux AUG. Où là, il n'y a pas de séquence promotrice, il n'y a pas de séquence régulatrice qui permet à l'ARN polymérase de yilsaq et ensuite de reconnaître le gène. C'est dommage, ça aurait pu être des gènes cool, mais bon. On termine avec les gènes de classe 3, ce sont des gènes qui sont transcrits par la polymérase de type 3, donc voilà, on ne s'est pas cassé la tête. Hadouma, ils vont nous donner des ARNT, des ARN de transfert. Et ce sont des gènes qui ont une répétition en tandem. Et bien sûr, répétition intermédiaire, ou plutôt répétition moyennement répétée, comme on dit. Ça, c'est les différents types de gènes. Et tu remarqueras que la définition limite d'énal les gènes, et c'est la définition la plus correcte, euh, la définition d'ordre le plus, un des auteurs, c'est de dire que le gène, c'est une portion d'ADN, c'est une séquence nucléotidique d'ADN qui me donne un produit. Medley, soit un ARN, ARNT, ARNR ou là, ce que tu veux, ou bien elle est codante pour une protéine. C'est ça la définition de le gène. Le reste, c'est pas des gènes, c'est des séquences répétées, non codantes, non codantes régulatrices, des séquences promotrices, séquences qui vont permettre l'attachement de la machinerie transcriptionnelle, permettre l'attachement de différents complexes protéiques, d'enzymes, de facteurs de transcription, etc., etc. Bref, ce sont des séquences qui machines rien que les gènes. C'est la définition qu'on a donnée. Mais il y a une autre définition importante à connaître. Je l'ai fait le support, j'ai pas voulu la changer, cette définition, parce que tu arrêtes la qabia avec les QCM. Il y a certains auteurs qui vont plutôt définir la définition c'est quoi? C'est que le gène, il définit comme étant une région d'ADN qui code pour une protéine ou là spécifie un ARN fonctionnel, c'est-à-dire une séquence d'ADN mettre un produit. Sauf que il y a d'autres auteurs qui vont plutôt décrire le gène, définir le gène comme étant un fragment d'ADN et une fonction connue. Tu vas me dire c'est quoi la différence? Ben, la différence c'est que je peux avoir une fonction, je peux avoir le fragment d'ADN peut avoir une fonction بلا ما يصرى له ترجمة ولا يستنسخ بلا ما تصرى traduction transcription. Par exemple les séquences régulatrices. Les séquences régulatrices دخلناهم في la catégorie تاع les gènes في la définition. Donc là on a une autre classification تاع les gènes. Donc on a des gènes protéiques. Ils me donnent les protéines, c'est des gènes codants pour les protéines. Les gènes spécifiant des ARN, ils sont transcrits dès l'homme istinser, donc ils me donnent des ARN. Les deux types de gènes, protéiques et spécifiant des ARN, ce sont les gènes structuraux. C'est la définition classique des gènes. Deuxième définition, c'est les gènes régulateurs. Tous les segments et les séquences nucléotidiques d'ADN qui vont plutôt réguler l'expression des gènes, qui sont présents au niveau des centromères, au niveau des télomères, au niveau des origines de réplication ou autres. On parle aussi de séquences promotrices ou bien d'autres séquences sur lesquelles on aura l'attachement de facteurs de transcription ou autres. On a un schéma, l'organisation t'a un gène et les séquences régulatrices qui viennent en amont du gène, le gène. Donc, on va bien sûr détailler le schéma, il au début, mais en réalité, m'a fait ouais. Donc, le gène à proprement parler, celui qui répond à notre première définition, la définition classique TANA, c'est ça. C'est là où est-ce que tu vois écrit exon, intron, etc. C'est le gène à proprement parler qui est disloqué. C'est-à-dire qu'il va y avoir des séquences codantes et des séquences qui ne sont pas codantes. Des séquences codantes qu'on appelle les exons, le gène se commence par un exon et toujours va se terminer par un exon. On va le retrouver dans l'ARNM et on va le retrouver dans la protéine qui a été synthétisée. Et entre ces exons, on a des intrus qui sont en réalité des introns, des séquences nucléotidiques qui faussent le gène mais qui ne codent pour rien. On va même pas les laisser dans l'ARNM, on va même s'en débarrasser juste après. Donc,
Ces gènes-là, eucaryotes, qui sont donc composés de successions d'exons et d'introns, vont donner, après transcription, un ARNM présent ici, fait le schéma. Et comme tu le vois, l'ARNM n'a que l'exon, que la séquence codante. Alors que l'intron, il a été transcrit. Hein. L'intron, il a d'abord été transcrit, il a été ensuite enlevé. C'est ce qu'on appelle l'épissage de l'ARNM. C'est une phase de maturation de l'ARNM تاعنا وين نحينا l'intron, نحينا l'intrus تاعنا, خلينا برك l'exon. Cet épissage, on va en reparler plus tard le cours à la transcription, mais c'est une partie très importante qui est caractéristique des cellules eucaryotes par la même occasion. Et on remarque Tenit, ce que tu vois, l'exon qui est montré en l'ARNM ici, il est que en bleu. Alors que l'exon a une partie bleue et une partie marron-rouge. Cette partie marron-rouge, c'est la région de l'exon qui va commencer d'ailleurs le gène et qui va terminer le gène. C'est une séquence qui est transcrite au تبقى في l'ARNM. Par contre, elle ne va pas être traduite. La traduction تكون غير في الbleu, تكون غير في la couleur bleue. On parle de séquences donc non traduites mais transcrites. Ce sont les untranslated regions, les séquences UTR, qui sont présentes donc à l'extrémité 5' de l'ARNM et à l'extrémité 3' de l'ARNM. Ces régions-là qui ne sont pas traduites, donc c'est UTR, c'est untranslated region, vont porter des séquences signales qui permettent une autre maturation de l'ARNM, c'est-à-dire qu'on va l'habiller, حنعطيلو حوايج لهاد l'ARNM. كيفاش حنعطيو الحوايج؟ حنعطيو كاسكيطه, donc une coiffe, ce qu'on appelle le capping au niveau de la région 5'. On va coller un nucléotide un peu particulier, ce sera un méthylguanosine avec une liaison chouïa bizarre, une liaison un peu particulière qui va permettre de protéger la région 5'. Donc c'est le capping, donc la coiffe, casqueta اللي حنلبسها l'ARNM تاعي. Et la région 3', حنعطيلو une queue. Un ensemble de nucléotides qui portent comme base azotée l'adénine, ce sera la queue poly A. C'est une polyadénylation A, l'extrémité 3'. Kif, protéger. L'objectif, c'est quoi? C'est de protéger cette région 3', cette région de l'ARNM. Hadoumaga, ce sont des modifications co-transcriptionnelles, ça se fait pendant la transcription, juste après la transcription. On verra ça plus en détail le cours sur la transcription. Mais en tout cas, tu as déjà des bases pour comprendre que le gène l'eucaryote a non seulement des intrus, des introns, mais en plus, même les exons, la première partie et la dernière partie de le gène, c'est des régions qui ne sont pas traduites, c'est des régions UTR. Ça, c'est le gène à proprement parler. Maintenant, le gène. Ça, on vient de voir le gène. Hein. Qu'est-ce qu'il y a avant le gène? On a parlé de la séquence codante, c'est super. Maintenant, on va parler de la séquence qui coule en amont. Le gène, c'est les séquences régulatrices. Wesh kayn, عندك la séquence régulatrice juste قبل le gène, juste قبله. وعندك les séquences régulatrices شوية en arrière du gène. Il y a quand même pas mal de nucléotides entre les deux. C'est pour ça qu'on a mis 2 barres. Alors, ces séquences régulatrices, comme leur nom l'indique, le but c'est de réguler l'expression de gène. Comment est-ce que je vais réguler l'expression de gène? En jouant sur les enzymes qui vont permettre la transcription, en stimulant ou là, en inhibant les enzymes. ينحفز ينثبط كيفاش ندير؟ On va voir un petit peu des séquences régulatrices. Première des choses, la séquence régulatrice اللي هضرنا عليها مقبيلات اللي جايه juste قبل le gène, c'est ce qu'on appelle le promoteur. Le voilà. Il est proche du gène, il est à 25-80 nucléotides du début de le gène. À quoi sert le promoteur? Il sert la fixation de l'ARN polymérase et son orientation. L'ARN polymérase, il reconnaît des séquences spécifiques de le promoteur. Ou quand il va les reconnaître, les séquences spécifiques, ils vont lui servir d'indice. Ils vont lui servir d'indice pour orienter le khadma تاعو. Ici, on a deux séquences qui sont très importantes, deux régions très importantes pour la transcription qui sont ici en remarque. On a la boîte TATA, TATA, oui, donc ce sont des nucléotides
qui a base azotée thymine avec nucléotide qui a une base azotée adénine qui se répète. Donc ça fait une boîte Tata. Et on a la boîte 4. On dit 4, mais bon, il y a deux A. La boîte 4 ténit. Ces deux séquences de nucléotides, ces deux motifs, les deux enchaînements nucléotidiques, ils sont très importants parce qu'elles vont activer l'ARN polymérase. Elles vont orienter l'ARN polymérase. Elles vont lui donner des indices sur l'emplacement des gènes et sur le début de la transcription. La boîte Tata راهي جايه à peu près à 25 paires de bases de l'origine de transcription. C'est la séquence, c'est ce qu'on appelle les boîtes Tata et 4, ce sont les séquences consensus qui permettent d'orienter le travail de l'ARN polymérase. 25 paires de bases de l'origine de la transcription. Qui l'ARN polymérase يتلاقى بلا boîte Tata على بالو بلي ما بقالوش بزاف. قالوا 25 paires de bases باش يبدا la transcription تاع le gène هذاك. C'est des indices. Et la boîte 4, kiff, sauf que c'est un peu plus loin. Alors voilà, 80 paires de bases du site d'initiation de la transcription. Ces boîtes-là qui font partie de la séquence promotrice, c'est des indices qui permettent l'orientation de l'ARN polymérase et ainsi le début de la transcription. C'est comme si l'ARN polymérase, c'était un facteur de genre il y a les lettres, hein, mais facteur d'un point de vue biologique. C'est comme si c'était un facteur. يخدم في لابوست ويمد دي لتر ويحوس على وين جاي لو جين هذاك الدار هذيك لازم يمد لها هذيك لا لتر باش يدير خدمته. Et là, l'ADN, qu'est-ce qu'il a fait? C'est très intelligent. عطالو des indices. يقول له شوف روح على droite حتلقى الدار تاع القطوطه لا بواط 4 يبقى لك 80 متر ولا 80 نوكليوتيد باش تلحق لو جين هذاك الدار هذيك باش تمدها لا لتر. Juste après la boîte هذه تاع القطوطه حتلقى دار خالتي لا بواط طاطا. هذيك لا بواط طاطا elle va nous donner un autre indice. كي تلحق دار خالتي تكمل برك 25 متر ولا 25 نوكليوتيد تلحق لو جين هذاك وتبدا لا ترانسكريبسيون تاعك ولا دير خدمه تاعك. Voilà, c'est la même chose. Donc ça, ce sont des séquences régulatrices très 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 importantes pour l'ARN polymérase. Donc ça, ce sont les séquences promotrices. J'ai juste le gène. On a d'autres séquences un peu loin. بعاد على le gène. Ils هما les enhancer et les silencer. Leur nom en anglais, باين. واحد, c'est une séquence qui va permettre de stimuler, d'activer la transcription. On parle de transactivateur. Et là, le silencer, ça va permettre d'inhiber la transcription avec le gène. C'est un inhibiteur, un transinhibiteur si tu veux. Ces deux séquences-là, ils sont reconnus donc par des protéines, par des complexes protéiques, par des facteurs de transcription, permettant de moduler l'activité de l'ARN polymérase et ainsi d'augmenter l'expression avec le gène, ou là au contraire d'inhiber l'expression avec le gène. Je sais pas, moi j'ai une cellule, la cellule moi je sais pas, t'as les ligos, t'as le pancréas qui ont envie de synthétiser de l'insuline. Et j'ai le gène, t'as l'insuline qui est présent sur l'ADN, il n'y a pas de problème. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre en jeu ces séquences régulatrices à travers des complexes protéiques et des mécanismes plus ou moins compliqués pour activer, stimuler la production, l'expression du gène t'as l'insuline et pour ainsi donner l'insuline TAI, entre autres. Par contre, une cellule, je sais pas, t'as l'œil TAI, une cellule t'as la rétine, j'ai pas besoin d'insuline. Donc, je vais totalement inhiber, je vais mettre sous silence avec le gène, entre autres. Donc, c'est pour ça que les séquences régulatrices, elles sont très importantes pour l'expression des gènes. Voilà pour notre organisation de gènes au niveau des cellules eucaryotes. Un petit mot pour l'ADN mitochondrial, le génome mitochondrial. Le génome mitochondrial, il est considéré comme étant le 47e chromosome d'un point de vue du nombre. Il montre qu'on a 46. 46 chromosomes nucléaires. L'ADN mitochondrial, c'est le 47e flad. Et d'un point de vue structure, c'est le 25e. Voilà, 25e. 25e parce qu'on a 23 paires de chromosomes. 22, ce sont des autosomes identiques. C'est un des 22 paires qui ont la même structure. Et un des 2 chromosomes sexuels qui n'ont pas la même structure. X et Y, mais c'est un des 23, 24 chromosomes de structure le noyau, et la mitochondrie a le 25e d'un point de vue structural. C'est ça ce que ça veut dire. 47e chromosome au niveau du nombre, 25e d'un point de vue structural, qui a un génome
relativement simple qui a été décortiqué et compris à travers les recherches. 16 659 nucléotides. C'est pas mal. Mais ça n'arrive pas à la cheville, le nucléaire, il y a un 3 milliards. Hein, c'est bien non. 37 gènes bulk. Faites les gènes, une bonne partie, je dis bien une bonne partie, 22. 22 gènes, c'est pour des ARNT. Ce que tu vois en jaune, le schéma. Tout ce que tu vois en jaune, c'est des gènes pour les ARNT. Le reste, c'est d'autres gènes. Le reste, c'est les 37 adoma. 13 vont coder pour des polypeptides importants pour la structure de la mitochondrie. Par exemple, sous-unité, tu as la NADH déshydrogénase, avec plusieurs. Sous-unité, tu as la cytochromoxydase, tu as l'ATP synthase et la cytochrome B. Donc, avec des gènes qui vont coder pour ces protéines-là, pour ces enzymes-là, qui sont importants pour la mitochondrie. Très important à noter, la majorité des protéines de la mitochondrie, mais ils ne de l'ADN mitochondrien. Ils sont importés, importation, جبناهم, استوردناهم, من واش, من le génome nucléaire. Donc, c'est vrai qu'ils sont importants, mais la majorité, quand même, vient du génome nucléaire. Faut pas abuser. Avec les 13 qui codent pour les polypeptides, les 22 qui codent pour les ARNT, qui vont spécifier des ARNR, hein, ARNR 12S et ARNR 16S comme présent au niveau du schéma. J'ai une région origine de réplication, du moins contrôle de réplication, le D-loop qui est ici en bleu, et voilà notre ADN mitochondrial. Tu remarqueras que presque le génome il est codant, il n'y a pas, déjà pas d'intron, il n'y a pas d'intrus derrière les gènes, et il y a très très peu de régions intergéniques, voire quasi pas. Et les gènes se chevauchent ma binatom. Hein. Il y a des séquences nucléotidiques qui font partie d'un gène comme ils peuvent faire partie de l'autre gène. Il y a un chevauchement entre les deux. Ça, ce sont les différentes caractéristiques importantes à garder en tête pour l'ADN mitochondrien. On termine avec une petite comparaison entre prokaryotes et eucaryotes. Tu remarqueras que la majeure partie du génome eucaryote, il se situe au niveau nucléaire, donc sous la forme d'ADN. Et pour le prokaryote, c'est sur la forme d'ADN, à part pour les virus, c'est un cas à part où ils ont un génome sous forme ARN. La taille typique, bien sûr, pour la cellule prokaryote, c'est 1 à 10 micromètres. La cellule eucaryote, c'est beaucoup plus grand, ça peut aller jusqu'à 100. Le type de noyau, la prokaryote n'a pas de noyau. Elle a une espèce de génome qui essaie de former une forme de noyau. C'est un nucléoïde, mais ce n'est pas un vrai noyau. La cellule eucaryote, elle possède un vrai noyau avec une double membrane constituant l'enveloppe nucléaire, séparant le secteur intranucléaire du secteur intracellulaire du secteur du coup cytosolique ou la cytoplasmique. Membrane nucléaire, non pour la cellule prokaryote, oui pour l'eucaryote. Nombre de chromosomes, généralement 1 pour la prokaryote, surtout pour les bactéries, chromosomes bactériens. Eucaryote, beaucoup plus de 1. Il faut retenir 23 paires de chromosomes pour l'humain, 46. Chromosomes circulaires, oui pour le prokaryote, non pour l'eucaryote. Et est-ce qu'on a des introns? Le prokaryote ne possède pas d'introns, il a une structuration, une organisation en opérons, donc plusieurs gènes qui vont être régulés par un seul promoteur et qui vont s'exprimer en même temps, tandis que l'eucaryote, lui, possède des introns, donc des intrus à l'intérieur des gènes. Voilà pour le cours T1. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve une prochaine fois, Inch'Allah, pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien, wassalamu alaikum wa rahmatullah.